notre grand 4 qui se subdivise en 4 sous-parties. Première sous-partie en grand A, des centres dominants. En grand B, des périphéries qui sont intégrées mais qui restent dominées. En grand C, des marges qui sont cette fois-ci évitées et donc pas du tout intégrées. Et en grand D, on va comprendre un petit peu tout l'enjeu de remonter la chaîne de valeur pour un État, ce qui permet de développer davantage son territoire. Alors, grand A, des centres qui sont dominants. On constate la concentration des fonctions de décision dans les pays les plus développés. Donc les pays développés sont des espaces attractifs pour les firmes transnationales en raison de leurs capacités de financement qui sont importantes et qui permettent notamment de bénéficier d'une recherche et développement de qualité. La recherche et développement, elle est constituée d'un tissu de laboratoires, d'universités aussi qui vont concourir à l'innovation et certains États polarisent la recherche. Aujourd'hui, on a 5 États qui vont polariser 70% de la recherche avec une domination des États-Unis puisqu'ils constituent un tiers des dépenses mondiales. La production de haute technologie est dominée par des technopoles qui sont elles-mêmes développées autour d'universités prestigieuses, comme on a pu le voir dans l'étude de cas sur la Silicon Valley en Californie. Toutefois, il est important de noter une montée en puissance de la Chine également dans ce domaine, puisque en 2011, elle avait produit plus de brevets que le Japon ou l'Allemagne, ce qui montre bien sa prépondérance sur les domaines de la recherche et du développement. Au sommet de cette hiérarchie, on va donc retrouver les grandes métropoles mondiales qui sont spécialisées dans la production de services financiers comme New York, Paris, Londres ou encore Tokyo, mais là encore à nuancer puisque les métropoles du Sud vont opérer une montée en puissance ces dernières années avec des places financières comme Shanghai, comme Dubaï ou encore comme Sao Paulo. En grand B, on va voir des périphéries qui sont intégrées mais dominées puisque les fonctions à faible qualification sont très dispersées dans ces pays en voie de développement. On observe une concentration des fonctions de production dans ce qu'on appelle les Suds, des périphéries qui sont de plus en plus intégrées à la mondialisation, mais qui restent sous la domination de firmes transnationales émanant des pays développés. Ces pays, ils vont apparaître comme des fournisseurs de matières premières, agricoles, minérales, énergétiques, et vont donc dépendre de la variabilité des cours mondiaux, comme ça peut être le cas dans un exemple que nous avons déjà traité, c'est celui du Chili avec le lithium dans le désert d'Atacama, mais comme c'est également le cas dans les pays producteurs d'hydrocarbures, c'est le cas du Nigeria, du Venezuela ou des pays producteurs d'autres matières premières comme l'uranium par exemple au Niger. Ces pays, outre le fait qu'ils sont fournisseurs de matières premières, peuvent également être aussi des pays ateliers. C'est le nom que l'on donne en fait à ces pays qui concentrent beaucoup de flux de délocalisation, puisqu'on constate aujourd'hui un effet de désindustrialisation dans les pays développés, c'est-à-dire que la part de l'industrie dans le PIB des pays développés diminue, ainsi que l'emploi des actifs, de manière assez logique. Et cette désindustrialisation dans les pays développés va se traduire par un transfert de la partie fabrication vers des territoires plus compétitifs dans le monde. Les raisons de ce transfert, elles tiennent souvent au fait que dans les pays ateliers, il y a une main-d'œuvre abondante et bon marché surtout. À titre d'exemple, au Bangladesh, le salaire moyen va s'élever à 60 € par mois. Mais d'autres raisons apparaissent, le fait d'avoir une fiscalité faible, un coût du foncier peu élevé, ce qui permet d'implanter des usines à moindre coût, une bonne accessibilité par les transports qui va faciliter les exportations. Et c'est ainsi que certains pays, et on pense par exemple à l'Éthiopie, sont devenus en fait des usines pour d'autres pays, puisque l'Éthiopie est devenue l'usine de la Chine et des grands groupes occidentaux comme H&M.
Les conséquences de ce phénomène de délocalisation vont être multiples. Les espaces sont de plus en plus interchangeables pour les firmes transnationales, en fait, au gré des avantages comparatifs des pays. Par exemple, les centres d'appel francophones, qui étaient traditionnellement implantés au Maghreb, tendent désormais à s'implanter davantage vers Madagascar, pour des raisons là aussi d'avantages comparatifs qui changent. Et d'autre part, l'exploitation des ressources minières est de plus en plus couramment dénoncée par certains pays. Alors, pour l'exemple des centres d'appel à Madagascar, je vous conseille de lire le document qui est sur le PowerPoint, qui est un document qui émane de RFI, qui date de novembre 2016 et qui a été écrit par Sarah Teto. Madagascar se lance sur le marché des centres d'appel, qui illustre assez bien notre propos. Grand C, des marges évitées, puisque certains pays dans le monde sont ce qu'on appelle en marge des systèmes productifs, c'est-à-dire à l'écart. Ce sont le cas des pays qui sont dépourvus d'avantages comparatifs, qui n'ont pas en fait d'avantages comparatifs, ou qui ne disposent pas de ressources en matières premières, par exemple, ou encore des pays qui connaissent des situations d'instabilité politique, des crises par exemple, des guerres, comme c'est le cas au Soudan, au Congo ou encore en Centrafrique. Grand D, et ce sera notre dernière sous-partie avant notre conclusion, remonter la chaîne de valeur devient pour certains pays un enjeu de développement, puisque la division du travail devient un facteur de rééquilibrage. Je prends l'exemple de la Chine. C'est grâce à l'accueil des investissements directs à l'étranger que la Chine a opéré progressivement sa transition économique et sa montée en gamme. Au départ, dans le passé, elle était un pays atelier. Elle est devenue aujourd'hui un pays qui produit dans des secteurs de pointe, comme les télécommunications par exemple, ou encore l'aéronautique. On l'avait vu dans l'étude de cas sur Airbus, puisqu'elle bénéficie d'un partenariat via une société chinoise qui s'appelle Avic, d'un partenariat avec Airbus qui lui permet de monter en compétences, monter en gamme aussi sur ses produits de haute valeur ajoutée. Cette remontée des chaînes de valeur, il faut quand même la nuancer, puisque aujourd'hui il existe des freins à la valorisation de la production. Les difficultés que rencontrent les pays en développement pour s'industrialiser sont avant tout d'ordre financier. Je vous prends l'exemple de la production de chocolat. Le chocolat, donc, c'est produit dans les pays développés, alors que pourtant, les 2 premiers producteurs de cacao dans le monde sont situés au Ghana et en Côte d'Ivoire. Cependant, ces pays, ils dépendent fortement des prix fixés par les firmes du Nord, et la mise en place d'une industrie pour transformer le cacao en chocolat est particulièrement coûteuse. Elle nécessite donc un endettement, et certains États ou entreprises locales ne peuvent pas assumer les coûts de cet endettement. Donc, pour conclure, la mondialisation recompose les espaces productifs dans le monde. Ces recompositions ont des conséquences pour les territoires, puisque les territoires sont de plus en plus mis en concurrence pour attirer les investissements en fonction d'une main-d'œuvre plus ou moins qualifiée, plus ou moins bon marché, mais aussi en fonction de politiques d'attractivité. Les territoires sont par ailleurs de plus en plus connectés par des flux de différentes natures, des flux matériels, des flux immatériels. Enfin, les territoires sont de plus en plus hiérarchisés et spécialisés à toutes les échelles. À l'échelle locale, ça s'illustre par la création de technopoles, de quartiers d'affaires, de pôles de compétitivité. À l'échelle régionale, ce sont des clusters qui vont regrouper des entreprises spécialisées dans un même secteur d'activité innovante et qui vont fonctionner en réseau. Et enfin, à l'échelle mondiale, ce sont des centres de recherche et des places boursières qui vont concentrer les fonctions de commandement. Voilà, nous avons terminé pour ce chapitre 1 du thème 2 et nous allons donc commencer un nouveau chapitre prochainement. Merci à tous, bon courage et bonne journée.